Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois, nous avons introduit notre cours sur le Deep Learning. Sur cette vidéo, nous passons en revue le concept du Deep Learning. Qu'est-ce que c'est que le Deep Learning? C'est un réseau de l'apprentissage automatique qui englobe la construction et l'utilisation des modèles en utilisant les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, avec plus de 3 couches, sont généralement classés dans la catégorie du Deep Learning. Les réseaux de neurones imitent le fonctionnement d'un cerveau humain. Ils sont organisés de la même manière que les cellules cérébrales et imitent la façon dont les humains traitent les données et prennent des décisions. Le deep learning est un domaine qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Alors que les algorithmes pour les réseaux de neurones existent depuis un certain temps, le progrès en traitement et stockage des données massives ou big data, ainsi que les technologies d'inférence comme les GPU, ont contribué à la popularité et l'utilisation des réseaux de neurones pour les applications du monde réel. Le deep learning est devenu extrêmement populaire dans le traitement du langage naturel, appelé en anglais NLP, car les réseaux de neurones sont idéaux pour traiter les données non structurées. Pour la même raison, ils sont également populaires et utilisés pour les applications de reconnaissance vocale. La reconnaissance d'images est un autre domaine où le deep learning a percé. Les voitures autonomes sont aussi des applications du deep learning. En effet, toutes les applications qui nécessitent un apprentissage complexe sont généralement adaptées au deep learning. Le deep learning gagne aussi en popularité pour certaines applications comme l'expérience du client, la santé et la robotique. Maintenant, nous allons commencer par le concept du deep learning. L'un des concepts statistiques les plus utilisés dans l'apprentissage automatique est la régression linéaire. Elle construit une base essentielle pour le deep learning. La régression linéaire est un modèle linéaire qui explique la relation entre deux ou plusieurs variables. Nous avons une variable dépendante y et une variable indépendante x. Le modèle fournit une équation pour calculer la valeur de y en fonction de x. Pour calculer ça, nous avons besoin de deux valeurs constantes appelées a, la pente, et b, l'interception. La formule pour calculer y est ax plus b. Cela fournit une relation linéaire entre y et x. En réalité, la relation peut ne pas être parfaitement linéaire. Il y aura donc des erreurs dans les prédictions. La régression linéaire est utilisée dans des problèmes de régression pour prédire les variables continues. Il peut être appliqué pour plusieurs variables indépendantes comme x1, x2 jusqu'à x1. Dans ce cas, il y aura n pentes allant de A1 à 2 jusqu'à n. Regardons un exemple pour construire un modèle de régression linéaire. Lorsqu'on construit un modèle de régression linéaire, on détermine la valeur de la pente A et de l'interception B. Pour déterminer A et B, nous commençons par les valeurs connues de x et y. Vous avez sûrement appris cela dans vos cours mathématiques au collège ou au lycée. Pour une variable indépendante, nous commençons avec deux équations, puis effectuons des substitutions pour déterminer la valeur de A et B. Ensuite, les valeurs de A et B peuvent être appliquées à des situations où y n'est pas connu. Lorsqu'il y a plusieurs variables indépendantes, ces équations deviennent complexes. Une technique connexe qui est plus utilisée en deep learning est la régression logistique. La régression logistique est un modèle binaire qui définit la relation entre deux variables. La variable y, dans ce cas soit 0 ou 1, la formule est similaire à la régression linéaire, sauf que nous utilisons une fonction d'activation supplémentaire, appelée f. Cette fonction est utilisée pour convertir la variable continue issue de ax plus b en valeur booléenne de 0 ou 1. Il existe plusieurs options et variables de la fonction f. Cette équation, encore une fois, peut être étendue à plusieurs variables indépendantes de x1 vers xn. Maintenant, nous allons examiner l'analogie pour le deep learning en utilisant l'équation de régression linéaire. Utilisons une analogie pour comprendre le deep learning. Nous utiliserons cette analogie plus tard dans le cours. Le deep learning est un processus complexe et itératif qui nécessite une série d'essais pour affiner les paramètres du modèle. Il commence en fait par une initialisation aléatoire des paramètres du modèle et affine les paramètres par des essais et des erreurs. Dans le cas d'un modèle de régression linéaire, les paramètres du modèle sont A et B. Les valeurs de A et B forment le modèle qui détermine la relation entre Y et X. Par analogie, essayons de trouver les valeurs de A et B dans la formule 15 égale à 2a plus b. Nous suivons un processus d'essais et d'erreurs similaire pour affiner les erreurs. Commençons les essais. Nous initialisons la valeur de a et b à une valeur aléatoire. Dans ce cas, nous utilisons a égale à 1
et b égale à 1. Nous calculons ensuite la valeur de y à l'aide de la formule 2a plus b. Le résultat de y est 4, le résultat attendu est 15. Cependant, nous nous retrouvons avec une erreur de 11. Maintenant, nous allons utiliser cette valeur d'erreur pour ajuster les résultats et voir si on va se rapprocher du résultat souhaité. Faisons passer A à 6 et B à 6. Maintenant, nous avons la valeur de Y est 18 et une erreur négative de moins 3. Nous allons donc ajuster à des valeurs inférieures de A et B. Nous réduisons A à 4 et B à 4. Maintenant, l'erreur est devenue 4. Nous nous rapprochons du résultat. Changeons maintenant A à 6 et B à 5. L'erreur est passée à moins 2. On se rapproche du résultat, mais on a encore une fois passé au côté négatif. Essayons maintenant des valeurs A égale à 5 et B égale à 6. L'erreur est passée à moins 1. Ajustons ensuite uniquement B à 5 et obtenons maintenant une erreur de 0. Donc, nous avons déterminé que A égale à 5 et B égale à 5 par des essais et des erreurs. Au fur et à mesure que nous effectuons ces itérations, nous réduisons progressivement l'erreur à 0, comme le montre ce graphe. Bien que l'approche mathématique consiste à utiliser des valeurs d'échantillon et à réduire l'équation fonction bien avec un nombre limité de variables indépendantes, elle devient incroyablement complexe lorsque le nombre de variables est vraiment élevé. De plus, l'équation ne fournit pas toujours une erreur nulle, mais dans la plupart des cas, nous essayons de minimiser l'erreur à une valeur acceptable. Veuillez conserver cet exemple comme référence pour les futures vidéos où nous explorons en profondeur le deep learning dans les chapitres suivants. Le perceptron est l'unité d'apprentissage dans un réseau de neurones artificiels. Un perceptron représente l'algorithme d'apprentissage supervisé dans un réseau de neurones artificiels. Il ressemble à une cellule cérébrale humaine. Plusieurs entrées sont introduites dans le perceptron qui à son tour effectue des calculs et génère une variable booléenne. Il représente une cellule ou un nœud unique dans un réseau de neurones. Il est construit sur la base de la régression logistique. Pour dériver la formule du perceptron, nous utilisons la formule de régression logistique que nous avons vue dans l'étape précédente. Ici, on remplace la pente par des poids, en anglais appelé weight, et l'interception par le biais, appelé B. Les poids et le biais deviennent les paramètres d'un réseau de neurones. Nous appliquons ensuite une fonction d'activation, f, qui génère un résultat booléen basé sur les valeurs. Cette formule de perceptron est fondamentale pour le deep learning. Le même perceptron est représenté dans la figure ici. Nous avons plusieurs variables d'entrée indépendantes, x1, a, xn, qui sont transmises au perceptron. Chaque variable est multipliée par un poids correspondant. Le nombre de poids est égal au nombre d'entrées x. Nous ajoutons ensuite un 1 qui sera multiplié par le biais. Tous les résultats sont ensuite additionnés. Une fonction d'activation est appliquée qui fournit une valeur de y qui est soit 1 ou 0. Nous construisons un réseau de neurones en connectant un certain nombre de perceptrons. Discutons en plus dans l'étape suivante. Comment utiliser le perceptron pour construire un réseau de neurones artificiel ou en bref un RNA. Un réseau de neurones artificiel est un réseau de perceptrons. Nous avons discuté plus tôt qu'un perceptron imite la cellule cérébrale humaine, semblable à la façon dont un cerveau humain est créé avec un réseau de cellules. Un RNA est créé avec un réseau de perceptrons. Le perceptron est aussi appelé un nœud dans un réseau de neurones. Nous utilisons le terme nœud pour le reste de ce cours. Les nœuds sont organisés en plusieurs couches dans un réseau de neurones. Un réseau de neurones profond a généralement 3 couches ou plus. Chaque nœud a ses propres poids, biais et fonctions d'activation, comme nous l'avons vu précédemment. Chaque nœud est connecté à tous les nœuds de la couche suivante, formant un réseau dense. Les nœuds de la couche ne sont pas connectés les uns aux autres. Cependant, il existe quelques exceptions à celle-ci dans des cas d'utilisation avancés. Ce graphe montre un exemple d'un réseau de neurones. Chaque réseau neuronal a une couche d'entrée, une ou plusieurs couches cachées et une couche de sortie. Dans la couche d'entrée, il y a un nœud pour chaque variable indépendante. Dans cet exemple, il y en a 3. La première couche a 4 nœuds, la deuxième couche a 5 nœuds et la troisième couche a 3 nœuds. Le nombre de couches est le nombre de nœuds dans chaque couche
est déterminé par l'expérience et l'essai, en variant d'un cas à l'autre. Le nombre de nœuds dans la couche de sortie varie en fonction du type de prédiction. Dans cet exemple, la couche de sortie a 2 nœuds. Cette architecture représente un exemple d'un réseau de neurones donné. Comment fonctionne un réseau de neurones artificiel? Les entrées ou les variables indépendantes sont envoyées depuis la couche d'entrée du réseau. Les données peuvent être pré-traitées avant l'utilisation. Les entrées sont transmises à la couche suivante. Chaque nœud est un perceptron contenant les poids, un biais et une fonction d'activation. La formule est appliquée sur les entrées et les sorties dérivées. Cela se répète pour chaque nœud de la couche. Les résultats de tous les nœuds de la couche sont ensuite transmis à la couche suivante et le processus se répète. Au fur et à mesure que le processus atteint la couche de sortie, les prédictions finales sont dérivées. Nous discutons en plus ce processus au fur et à mesure que nous progressons dans le cours. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué comment un réseau neuronal contient des couches, des poids et des biais. Comment créer ce réseau? Un réseau de neurones artificiel est créé par un processus. Un modèle de réseau neuronal est représenté par un ensemble de paramètres et d'hyperparamètres. Cela inclut les poids, les biais pour tous les nœuds, ainsi le nombre de nœuds et les couches. Il existe d'autres hyperparamètres dont nous parlons plus tard dans ce cours. Un modèle RNA signifie le fait de déterminer les bonnes valeurs pour ces paramètres et hyperparamètres, de manière à maximiser la précision des prédictions pour un cas d'utilisation donné. Ils peuvent également compromettre la précision des performances. Notez que les entrées, les poids et les biais peuvent chacune être des tableaux à dimension n, selon le cas d'utilisation. Par exemple, une image peut être représentée par un tableau de pixels. Revenons à l'analogie que nous avons discutée préalablement dans cette vidéo. L'entraînement d'un modèle de deep learning fonctionne de la même manière avec les poids et les biais, remplaçant A et B dans cet exemple. Nous commençons par des valeurs aléatoires pour les poids et les biais, puis nous itérons ces résultats jusqu'à minimiser l'erreur. Au fur et à mesure que nous progressons, nous nous rapprochons des valeurs de poids et des biais qui peuvent prédire les résultats avec précision. Le processus d'entraînement se présente alors comme la suite. Nous utilisons les données d'entraînement comme l'apprentissage automatique ou machine learning où nous connaissons à la fois les variables dépendantes et les variables indépendantes. Nous commençons par une architecture de réseau par intuition. Nous initialisons également les poids et les biais à des valeurs aléatoires. Ensuite, nous répétons ces itérations consistant à appliquer des poids et des biais aux entrées et calculer l'erreur. Nous continuons à répéter le processus d'ajustement des poids et des biais jusqu'à ce que l'erreur atteigne une valeur acceptable. Nous allons également affiner les hyperparamètres du réseau pour améliorer la vitesse du training et réduire les itérations. Enfin, nous enregistrons le modèle représenté par ces paramètres et hyperparamètres, puis nous l'utilisons pour des prédictions. Maintenant que nous comprenons qu'est-ce que c'est qu'un RNA, explorons l'architecture d'un réseau de neurones en détail. Nous allons commencer par un nouveau chapitre. Dans ce chapitre, nous approfondissons sur l'architecture d'un réseau de neurones artificiels et nous explorons les différentes couches et paramètres et fonctions utilisées. Nous allons commencer par la couche d'entrée. Commençons d'abord avec le concept de vecteur. Un vecteur est une liste ordonnée de valeurs numériques. L'entrée du deep learning est généralement un vecteur de valeurs numériques. Un vecteur peut être défini comme un tuple d'une ou plusieurs valeurs. Les vecteurs sont généralement définis à l'aide d'un tableau NumPy. Il représente les variables de caractéristiques ou les variables indépendantes, notamment appelées X, qui seront utilisées pour la prédiction, l'entraînement ou l'évaluation du modèle. Les ensembles de données d'entrée disponibles dans le monde réel pour l'apprentissage automatique contiennent des exemples et des caractéristiques. Un échantillon est une instance d'un exemple du monde réel. C'est l'équivalent d'un enregistrement dans une base de données. Les caractéristiques sont des attributs individuels dans un échantillon. Dans un échantillon, nous avons un ensemble de données des étudiants. Chaque enregistrement d'un étudiant représente un échantillon. Les attributs individuels tels que les notes d'étudiants en mathématiques, anglais, arts et informatique sont considérés comme les caractéristiques. Pour les données textuelles, chaque document est un échantillon et sa représentation numérique devient ses caractéristiques. Pour les images, chaque image est un échantillon et sa représentation en pixels devient ses caractéristiques. Comme pour l'apprentissage automatique général, les données d'entrée doivent être pré-traitées
est transformée en représentation numérique appropriée avant d'être utilisée dans un réseau de neurones. Voici quelques exemples de pré-traitements que nous pouvons utiliser selon le type de données. Pour les données numériques, nous les centrons et les mettons à l'échelle. C'est ce qu'on appelle en anglais scaling. L'objectif est de normaliser les valeurs. Pour les variables catégorielles, nous les encodons en utilisant soit un encodage entier ou un encodage à chaud. Pour vous expliquer un peu l'encodage entier et l'encodage à chaud, voyons ces deux exemples. Dans l'encodage entier, nous attribuons un code pour chaque catégorie. Par exemple, un diplôme en littérature devient 1, un diplôme en sciences mathématiques devient 2 et un diplôme en informatique devient 3. Le code affiché ici permet d'utiliser l'encodage entier comme dans l'exemple. L'idée d'encodage à chaud est de créer des nouvelles colonnes qui vont représenter les données originales en 0 et 1. Par exemple, on utilise l'encodage à chaud pour convertir les catégories littérature, sciences mathématiques et informatique en 3 colonnes qui contiennent uniquement soit 0, soit 1. Le code affiché ici permet d'utiliser l'encodage à chaud comme dans l'exemple étudié. Pour les données textuelles, nous utilisons soit le TF-IDF ou ce qu'on appelle Text Frequency Inverse Document Frequency. Le TF-IDF est un exemple classique pour représenter des données textuelles. Il y a aussi l'embedding ou ce qu'on appelle le plongement lexical qui est de plus en plus populaire dans le monde du deep learning. Les images sont représentées par des pixels. Nous créons un vecteur de valeur des pixels pour cela. La voix peut être représentée comme une série temporelle de nombres. Cette liste n'est nullement exhaustive. Il existe d'autres manières de traitement de données plus avancées avant de les utiliser en deep learning. Ceci est un exemple de la façon dont les données peuvent être traitées avant de les utiliser dans un algorithme du deep learning. On représente chaque attribut comme l'âge, le salaire et le département en tant que caractéristiques individuelles x1, x2, x3. Nous allons les centrer et les mettre à l'échelle pour les normaliser dans des plages standards. Éventuellement, nous les transposons également pour représenter chaque échantillon sous forme de colonne. Une fois que les données d'entrée sont prêtes, elles peuvent être transmises au réseau du deep learning pour l'entraînement. Les couches cachées d'un réseau de neurones forment le cerveau où les connaissances sont acquises et utilisées. Un réseau de neurones artificiels peut avoir une ou plusieurs couches cachées. Plus le nombre de couches est élevé, plus le réseau est profond. Chaque couche cachée peut avoir un ou plusieurs nœuds. En règle générale, le nombre de nœuds est configuré dans une plage de 2 à la puissance n. Par exemple, le nombre de nœuds peut être 8, 16, 32, 64, 128, etc. Une architecture de réseau de neurones est définie par le nombre de couches et de nœuds dans la couche. Comment les entrées et sorties sont connectées dans la couche cachée? La sortie de chaque nœud de la couche précédente deviendra l'entrée de chaque nœud de la couche actuelle. De même, la sortie de chaque nœud de la couche actuelle est transmise à chaque nœud de la couche suivante. Dans l'exemple illustré, il y a 4 nœuds de la première couche cachée, produisant 4 sorties à partir de leur fonction d'activation. Dans la deuxième couche, il y a 5 nœuds. Les 4 sorties de la première couche sont transmises à chacun des 5 nœuds de la deuxième couche. Comment déterminer le bon nombre de couches et de nœuds dans un réseau? Chaque nœud du réseau neuronal apprend quelque chose sur la relation entre les variables de caractéristiques et les variables cibles. Cette connaissance est persistante dans ses poids et ses biais. Lorsqu'il y a plus de nœuds et de couches, cela se traduit généralement par une meilleure précision. Mais notez bien que ce n'est pas toujours vrai. Plus de couches signifie également plus de ressources de calcul et de temps pour le training et l'inférence. La bonne architecture pour un problème donné est déterminée par l'expérimentation. En règle générale, commencez par des petits nombres et continuez à ajouter jusqu'à ce que des niveaux de précision acceptables soient obtenus. Weights en anglais et les biais constituent la base du deep learning. Comment sont-ils structurés pour une architecture de réseau de neurones donnée? Les poids et les biais sont les paramètres qu'on peut entraîner dans un réseau de neurones. Au cours du processus d'entraînement, les valeurs de ces poids et biais sont déterminées de manière à fournir des prédictions précises. Les poids et les biais ne sont rien qu'un ensemble de valeurs numériques. Chaque entrée pour chaque nœud aura des poids associés. Un nœud donné aura une valeur de biais associée. Au niveau de la couche, ces poids et ces biais sont traités comme des RAS. Calculons le nombre de poids et des biais pour ce réseau. Pour la première couche cachée, il y a 3 entrées et là 4 nœuds. Chaque nœud aura alors 3 poids et donc, pour les 4 nœuds,
il y a 12 poids. Chaque nœud aura une valeur de biais. Il y aura donc un total de 4 biais pour cette couche. De même, nous calculons le nombre de poids et de biais pour le reste des couches. On trouve que ce réseau a un total de 53 poids et 14 biais. Donc, au total, il y a 67 paramètres. Lors d'entraînement d'un réseau de neurones, les calculs de la couche cachée sont effectués ensemble, mais pas pour chaque nœud, pour des raisons d'optimisation. Les poids et biais de chaque couche sont conservés sous forme de matrice. L'entrée est également considérée comme une matrice et la sortie est produite comme une matrice. L'exemple suivant montre le calcul de la deuxième couche cachée qui a 4 entrées et 5 nœuds. Les 4 entrées sont reçues sous la forme d'une métrique de 1 par 4. Les poids de tous les nœuds de la couche sont conservés sous forme d'une matrice 4 par 5. Le biais est une matrice 1 par 5 couvrant les 5 nœuds de la couche. La multiplication matricielle est effectuée entre les matrices d'entrée et de poids pour obtenir une sortie de 1 par 5. Ceci est ajouté aux mesures de biais pour produire une sortie de 1 sur 5. La matrice de sortie est ensuite transmise en entrée de la couche suivante. Pour mieux comprendre ce processus, je recommande une lecture supplémentaire sur la multiplication matricielle, si vous êtes intéressé par plus de détails. Les applications du Deep Learning prennent en charge le travail de calcul en arrière-plan, en fonction des entrées et des paramètres configurés. La fonction d'activation joue un rôle important dans la création des sorties dans un réseau neuronal. Une fonction d'activation prend en compte la sortie matricielle du nœud et détermine si et comment le nœud propagera ces informations à la couche suivante. La couche d'activation agira comme un filtre et normalise la sortie qui peut devenir assez importante en raison de calculs matriciels. La fonction d'activation convertit la sortie en une valeur non linéaire. La fonction d'activation constitue une étape critique pour améliorer le training d'un modèle de réseau de neurones spécifique. Ici, je vous montre une liste de fonctions d'activation les plus populaires ou les plus utilisées. Chacune de ces fonctions présente des avantages, des limites et des applications spécifiques. Elles peuvent prendre une matrice de sortie et délivrer une autre matrice de sortie de même dimension. La fonction sigmoid fournit une sortie allant de 0 vers 1, basée sur les valeurs d'entrée. Lorsque la fonction retourne une valeur de 0, cela signifie que le nœud ne transmet pas sa sortie à la couche suivante. La fonction tangente hyperbole normalise la sortie dans une plage de valeurs allant de -1 vers +1. L'unité linéaire redressée, ou ce qu'on appelle relu, produit un 0 si la sortie est négative, sinon elle garde la même valeur de x. La fonction d'activation softmax est utilisée pour les problèmes de classification. La fonction produit un vecteur de probabilité pour chacune des classes possibles dans le résultat. La somme des probabilités est égale à 1. La classe ayant la probabilité la plus élevée sera considérée comme le résultat de prédiction. Si vous voulez plus d'informations concernant la fonction d'activation, je vous recommande ce lien pour voir les différents types d'équations et leur utilisation. Aussi, les fonctions d'activation sont déjà implémentées dans les bibliothèques du Deep Learning. Vous allez juste les ajouter comme des hyperparamètres au modèle. On verra ça par la suite. La couche de sortie est la dernière couche qu'on va voir. C'est la couche où les prédictions sont obtenues. Dans chaque réseau de neurones, il existe une couche de sortie qui produit la prédiction finale souhaitée. Elle a son propre ensemble de poids et de biais appliqués avant que la sortie finale soit délivrée. La fonction d'activation de la couche de sortie peut être différente de celle des couches cachées en fonction du problème. Par exemple, la fonction softmax utilisée pour générer des probabilités des classes finales dans un problème de classification. La sortie est un vecteur de valeurs qui peut nécessiter un post-traitement supplémentaire pour convertir en valeurs liées à l'entreprise. Comment déterminer le nombre de nœuds dans la couche de sortie? Cela dépend du problème. Dans un problème de classification binaire, un nœud fournira la probabilité de résultats positifs. Dans le cas d'une classification à n classes, il y a n nœuds, chacun produira la probabilité pour une classe donnée. Pour la régression, un seul nœud peut produire la sortie. Donc, le nombre de nœuds variera en fonction du type de problème à résoudre. Maintenant, nous allons voir les étapes à suivre pour entraîner un réseau de neurones. Comment peut-on former un modèle d'apprentissage en profondeur? Nous allons détailler ce processus dans cette vidéo. Nous allons commencer par la configuration et l'initialisation du processus d'entraînement d'un réseau de neurones. Avant d'entraîner un réseau de neurones,
Les données d'entrée doivent être préparées. Cela comprend l'application d'un certain nombre de techniques de traitement pour convertir les échantillons d'entraînement en vecteurs numériques. Ils sont ensuite éventuellement transposés pour créer les vecteurs d'entrée. Les variables cibles peuvent également subir des transformations similaires. Pour faciliter l'étape du training, les données d'entrée sont généralement divisées en données d'entraînement et de validation. Les données d'apprentissage sont utilisées pour parcourir le réseau de neurones et ajuster les paramètres tels que les poids et les biais. Une fois qu'un modèle est créé, l'ensemble de données de validation est utilisé pour vérifier sa précision et ses taux d'erreur. Le résultat de cette validation est ensuite utilisé pour affiner le modèle et revérifier. Lorsque le modèle est bien développé, il est donc utilisé pour prédire l'ensemble de données de test afin de mesurer les performances finales du modèle. En général, on divise l'ensemble en données d'apprentissage, de validation et de test. Les données vont être réparties en 80%, 10% et 10% respectivement. Afin de créer le modèle initial, certains paramètres et hyperparamètres doivent être sélectionnés. Cela inclut le nombre de couches, le nombre de nœuds dans chaque couche. Nous devons également sélectionner la fonction d'activation pour chaque couche. Ensuite, il y a les hyperparamètres comme l'époque, batch size et les fonctions d'erreur qui doivent être sélectionnées. Comment fait-on la première sélection? Cela peut être basé sur notre propre intuition et expérience. Ils peuvent être basés également sur des références dans les meilleures pratiques et l'adéquation des techniques aux problèmes spécifiques. Quelles que soient les valeurs sélectionnées, elles sont ensuite affinées au fur et à mesure que le modèle est entraîné. Si les résultats du modèle ne sont pas acceptables, nous reviendrons en arrière, ajusterons les paramètres, puis refermerons le modèle. Enfin, nous devons également initialiser les poids et les biais pour chaque nœud du réseau de neurones. Nous commençons avec une certaine valeur, puis le réseau de neurones apprendra les bonnes valeurs pour celle-ci en fonction de taux d'erreur au cours d'entraînement. Plusieurs techniques d'initialisation sont disponibles. En initialisant à 0, nous initialisons toutes les valeurs à 0. La technique préférée est cependant l'initialisation aléatoire. Dans l'initialisation aléatoire, nous initialisons les poids et les biais à des valeurs aléatoires, obtenues à partir d'une distribution normale standard dont la moyenne est 0 et l'écart type est 1. Une fois la configuration et l'initialisation est terminée, nous sommes prêts à suivre l'apprentissage. Une fois que nous avons terminé l'étape d'initialisation et de traitement des données, nous sommes prêts à faire un cycle de propagation des données. Rappelez-vous que nous avons nos entrées organisées sous forme d'échantillons et de fonctionnalités ou bien caractéristiques. Les données ont été réparties en données d'entraînement, de validation et de test. Pour l'ensemble d'apprentissage, pour chaque échantillon, nous avons une cible ou la valeur à prédire, appelée Y. Y est la valeur réelle de la cible dans l'ensemble d'apprentissage. Y chapeau sera prédite par propagation des données, qu'on appelle en anglais forward propagation. L'étape de propagation des données est exactement la même que celle d'une prédiction réelle en utilisant un réseau de neurones. Pour chaque échantillon, les entrées sont envoyées via le réseau neuronal désigné. Pour chaque nœud, nous calculons les sorties en fonction de la formule du perceptron et les transmettons à la couche suivante. Le résultat final, Y chapeau, est alors obtenu à la fin. Petit à petit, nous enverrons les échantillons au réseau de neurones. Nous collectons les valeurs de Y chapeau pour chaque échantillon. Ce processus est répété pour tous les échantillons de l'ensemble de données d'apprentissage. Nous allons ensuite comparer les valeurs de Y chapeau et Y pour calculer les taux d'erreur. Nous en discuterons davantage sur le calcul des taux d'erreur dans la prochaine étape. La précision et l'erreur sont des termes alternatifs qui peuvent être utilisés pour représenter l'écart entre la valeur prédite et les valeurs réelles. Au fur et à mesure que nous progressons dans la propagation, nous nous retrouvons avec un ensemble de valeurs de Y chapeau qui doivent ensuite être comparées aux valeurs réelles de Y pour calculer l'erreur. La fonction objective, appelée aussi fonction économique ou loss function, mesure l'erreur de prédiction pour un seul échantillon. La fonction de coût ou cost function mesure l'erreur sur un ensemble d'échantillons. La fonction de coût fournit un effet de moyenne sur
toutes les erreurs trouvées sur l'ensemble des données d'apprentissage. Les termes fonction d'objectif et fonction de coût sont utilisés presque de manière interchangeable et sont utilisés pour mesurer l'erreur moyenne sur un ensemble d'échantillons. Il existe un certain nombre de fonctions de coût populaires et sont disponibles et implémentées dans toutes les bibliothèques de Deep Learning populaires. L'erreur quadratique moyenne, ou MSE, mesure l'erreur en cas de problème de régression. Elle calcule l'erreur entre les valeurs prédites et les valeurs réelles, les élève au carré et les additionne sur tous les échantillons. Puis, elle divise la somme obtenue par le nombre d'échantillons. La racine de l'erreur quadratique moyenne, ou RMSE, est plus populaire car elle fournit des valeurs d'erreur dans la même échelle que les variables cibles. Ceci est aussi utilisé pour les problèmes de régression. Pour les problèmes de classification, nous utilisons l'entropie croisée binaire pour calculer l'erreur. Une fonction similaire appelée Categorical Cross Entropy existe pour les problèmes de classification multiclasse. Si vous souhaitez comprendre les mathématiques derrière ces fonctions, dites-moi en commentaire. J'expliquerai tout ça dans une vidéo supplémentaire. Donc, comment on peut utiliser la fonction de coût pour obtenir la précision? Nous envoyons un ensemble d'échantillons via RNA pour la propagation des données et la prédiction du résultat Y chapeau. Nous estimons l'erreur de prédiction entre le résultat prédit et le résultat attendu à l'aide de la fonction de coût. Nous utilisons ensuite la rétropropagation pour ajuster les poids et les biais du modèle en fonction de l'erreur obtenue. À la suite, nous discutons la rétropropagation ou backpropagation en anglais. Une fois que nous avons estimé l'erreur de prédiction de la propagation, nous devons revenir à la rétropropagation pour ajuster les poids et les biais. Quel est le but de la rétropropagation? Nous avons trouvé une erreur globale basée sur l'ensemble du réseau lors de la propagation. Chaque nœud contribue à cette erreur globale. La contribution de chaque nœud est déterminée par les valeurs des poids et des biais dont il dispose. Différents nœuds contribuent différemment. En fonction de la fonction dont les poids et les biais modélisent la relation entre les caractéristiques et la variable target. Au fur et à mesure que nous ajustons le réseau, les poids et les biais des nœuds doivent être ajustés afin de réduire la contribution de l'erreur par ce nœud. Comment fonctionne la rétropropagation? Cela fonctionne dans le sens inverse de la propagation. Nous partons de la couche de sortie, nous calculons la valeur de delta pour chaque couche en fonction de l'erreur globale. Cette valeur delta est un ajustement qui est ensuite appliqué à tous les poids et les biais de la couche. Il en résulte des nouvelles valeurs de poids et des biais. Ensuite, nous déduirons une nouvelle valeur delta pour la couche précédente en fonction des nouvelles valeurs de la couche actuelle. Elle est ensuite appliquée aux poids et biais de la couche précédente. Le processus de calcul des deltas et de son application aux poids et aux biais, puis de rétropropagation, se produit jusqu'à ce que nous atteignions la couche d'entrée. Cette image montre le processus de rétropropagation pour l'exemple de réseau. Les delta 1 à delta 4 sont calculés à chaque couche et appliqués à leur poids et biais. Ils se propagent également à la couche précédente et influencent leur delta. Encore une fois, les bibliothèques du Deep Learning s'occupent de ces calculs. À la fin de cette étape de la rétropropagation, nous aurons un ensemble mis à jour des poids et des biais qui réduirait l'erreur de la prédiction globale. Comment continuerons-nous à réduire les erreurs et à améliorer la prédiction? Discutons dans la prochaine étape. La descente de gradient est le processus de répétition des propagations et rétropropagation afin de réduire l'erreur et de se rapprocher du modèle souhaité. L'exécution de la propagation entraîne la prédiction du résultat en fonction des poids et des biais. Nous calculons l'erreur à l'aide de la fonction de coût. Nous utilisons ensuite la rétropropagation pour modifier et ajuster les poids et les biais. Ça, c'est une phase d'entraînement ou d'apprentissage. Nous devons maintenant répéter cette phase encore et encore à mesure que les poids et les biais s'affinent et que l'erreur se réduit. C'est ce qu'on appelle la descente de gradient. En anglais, gradient descent. Dans la descente de gradient, nous répétons le processus d'apprentissage, de la propagation et de l'estimation de l'erreur. La rétropropagation est l'ajustement des poids et des biais pendant le processus.
L'erreur globale est estimée par la fonction de coût qui oscillera et commence à se rapprocher de zéro. Nous continuons à mesurer l'erreur et à calculer les deltas qui minimisent la contribution d'erreur des nœuds individuels. Il existe des situations où l'erreur cessera de se produire et il existe des hyperparamètres supplémentaires pour contrôler cela. Il existe aussi des hyperparamètres pour accélérer ou ralentir le processus d'apprentissage. Nous en discuterons dans la suite. L'optimisation et réglage du modèle Deep Learning. Batches and Epochs, en français, les lots et les étapes, aident à contrôler le nombre de passages à travers le réseau de neurones pendant le processus d'apprentissage. Un lot est un ensemble d'échantillons d'apprentissage qui sont envoyés via le réseau de neurones à un seul passage. L'ensemble des données d'apprentissage est divisé en un ou plusieurs lots. Le réseau neuronal reçoit un lot à la fois et effectue une propagation. Les fonctions de coût sont exécutées et les poids et les biais sont mis à jour après chaque lot. Lorsque le prochain lot arrivera, il aura un nouvel ensemble de poids et de biais avec lesquels travailler. Il existe deux types de la descente de gradient. Lorsque la taille du lot est égale à la taille de l'ensemble d'apprentissage, on parle de la descente de gradient par lot. En anglais, Batch Gradient Descent. Lorsque la taille de lot est inférieure à la taille de l'ensemble de données d'apprentissage, on parle de la descente de gradient de mini-lot. En anglais, Mini Batch Size Gradient Descent. Les tailles de lots sont généralement des nombres à la puissance 2, comme 32, 64, 128, etc. Un ensemble de données d'apprentissage est envoyé plusieurs fois via le réseau neuronal au cours du processus d'apprentissage. Le nombre total des fois où l'ensemble des données d'apprentissage est envoyé via le réseau neuronal est appelé époque ou étape en français. Une étape aurait évidemment un ou plusieurs lots. Au fur et à mesure que plusieurs étapes se produisent, le même lot est envoyé à plusieurs reprises via le réseau de neurones, mais il se mettra avec un ensemble différent de poids et de biais à chaque fois. Lorsque toutes les étapes sont terminées, le processus de formation est terminé. Des tailles de nombre d'étapes élevées peuvent conduire à une meilleure précision, tout en retardant le processus d'apprentissage. Voici donc un exemple dont l'époque et la taille de lot se comparent. Disons que nous avons un ensemble d'entraînement de taille 1000. Nous définissons la taille du lot en 128, puis le nombre d'étapes en 50. Cela signifie que le nombre de lots dans une étape donnée est une valeur plafond de 1000 divisé par 128. Ce qui donne 8. Le dernier lot aura moins de 128 échantillons. Le nombre total d'itérations de passage à travers le RNA est un nombre total de lots multiplié par le nombre total d'étapes. Dans ce cas, c'est 8 multiplié par 50, ce qui donne 400. Il y aura donc 400 passages à travers le réseau de neurones. Cela signifie que les poids et les biais sont mis à jour 400 fois. Les tailles de lot et de l'époque sont considérés comme des hyperparamètres. Ils sont réglés pendant le processus d'apprentissage du modèle pour améliorer la précision. En construisant des modèles, nous devons également les valider et les tester par rapport à des ensembles de données indépendants pour mesurer l'erreur hors l'échantillon. Au cours du processus de préparation des entrées, nous isolons généralement les ensembles de données de validation et de test. Qu'est-ce que c'est que la validation? Lors de l'exécution de l'apprentissage et de l'amélioration du modèle, nous comparons les prédictions fournies par le réseau neurones pour les échantillons d'apprentissage avec les valeurs réelles et nous mesurons l'erreur. Cependant, il s'agit d'une erreur pour l'échantillon d'apprentissage et le modèle n'a aucune garantie qu'il fonctionne de la même manière avec l'ensemble des données indépendants. Donc, une fois l'étape est terminée, et les poids et les biais sont mis à jour, nous utilisons également le réseau pour prédire l'ensemble de données de validation. Nous mesurons la prédiction et la perte de l'ensemble de données de validation et nous étudierons également pour nous assurer qu'il ne s'écarte pas de manière significative des erreurs observées dans l'échantillon. Le modèle peut être affiné et le processus d'apprentissage répété en fonction des résultats observés par rapport à l'ensemble de données de validation. La dernière étape de la construction du modèle est l'évaluation. Une fois tous les réglages terminent et
Le modèle final obtenu, l'ensemble de données de test est utilisé pour mesurer la performance du modèle en termes de précision finale et de taux d'erreur. Après avoir vu l'architecture et les composantes d'un réseau de neurones artificiels et le processus d'apprentissage, récapitulons la question: qu'est-ce qu'un modèle RNA et que contient-il? Un réseau de neurones RNA est représenté par un ensemble de paramètres, à savoir les poids, les biais, obtenus lors de l'apprentissage. Quand quelqu'un dit qu'un modèle a X paramètres, il mentionne le nombre total de poids et des biais dans un modèle. Un modèle est également représenté par un ensemble d'hyperparamètres. Cela inclut le nombre de couches, de nœuds dans chaque couche, les fonctions d'activation dans chaque nœud, les fonctions de coût, les optimiseurs, le taux d'apprentissage utilisé. Il inclut également la taille du lot et le nombre d'étapes utilisées pour entraîner le modèle. Un fichier de modèle contient généralement la représentation de toutes ces valeurs. Les modèles peuvent être enregistrés dans des fichiers, partagés et chargés dans d'autres fichiers binaires si c'est nécessaire. Maintenant que nous avons un modèle, à quoi ressemble le processus de prédiction? Le processus de prédiction est exactement le même que l'étape de propagation, sauf que les données d'entrée utilisées sont des attributs d'entité pour la prédiction et que la valeur cible n'est pas connue, de sorte que les étapes impliquent le pré-traitement et la préparation des données. En les faisant passer à travers les couches, en calculant les sorties de chaque nœud, en utilisant les poids et les biais finaux, et en dérivant les résultats dans la couche finale. Les prédictions peuvent également nécessiter un post-traitement pour les convertir en données prêtes à être utilisées par votre entreprise. Maintenant que nous avons parcouru les concepts d'apprentissage en profondeur, construisons un modèle réel dans la prochaine vidéo. Enfin, j'aimerais bien vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a aidé à apprendre encore plus sur le Deep Learning. Si c'était le cas, laissez des pouces bleus pour m'encourager. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous n'avez pas apprécié. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous prépare plein de cours, des bonnes pratiques pour exceller dans le domaine de la science des données. Nous allons utiliser Python pour construire un modèle de classification en utilisant le réseau de neurones. Préparez une tasse de café ou du thé, installez-vous devant votre PC et allons-y. Après avoir appris les bases d'apprentissage en profondeur ou le deep learning avec les réseaux de neurones, commençons maintenant avec un exemple simple pour appliquer les étapes de construction d'un réseau de neurones que nous avons vu auparavant. Dans ce chapitre, nous allons construire un modèle d'apprentissage en profondeur pour prédire le type de fleurs avec le jeu de données Iris. Ce jeu de données est très populaire. Tous les étudiants, enfin, tous les data scientists le connaissent peut-être déjà. L'ensemble des données comporte 4 variables de caractéristiques concernant la fleur, à savoir la longueur et la largeur des sépales, la longueur et la largeur des pétales, la classe cible ou bien la variable à prédire et le type d'espèce. Il y a 3 espèces ici, à savoir Setosa, Versicolor et Virginica. L'objectif de cette vidéo est de construire un modèle du Deep Learning avec Keras 2.0 pour prédire le type d'espèce. Vous retrouvez le code de ce chapitre dans le notebook Iris Deep Learning Classification. Ceci est disponible sur mon GitHub ou bien sur mon Drive. Vous trouvez les 2 liens dans la description de la vidéo. J'utilise Google Colab pour exécuter le code, mais vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Il suffit d'avoir un système d'exploitation compatible avec Keras. Ouvrons le notebook maintenant. Le bloc de code configuration contient une liste de dépendances nécessaires pour cet exercice. Exécutez ce code une fois pour installer tous les dépendants. Cette étape peut prendre quelques temps selon la disponibilité des librairies dans votre environnement. Les dépendances sont installées maintenant. Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, les données d'entrée doivent être pré-traitées et préparées pour l'apprentissage en profondeur avant de les utiliser pour entraîner le modèle. Revenons maintenant au code de la vidéo à la deuxième section. Préparation des données. Chargeons d'abord le fichier iris.csv dans une data frame pandas. Ce fichier est disponible sur mon GitHub. Vous pouvez le charger sur
Google Colab ou l'utiliser directement sur votre machine. Nous affichons ensuite le contenu de la data frame. La variable cible ou la variable à prédire est une variable texte. Elle doit être convertie en variable numérique pour l'utiliser en réseau de neurones. Pour cela, nous utilisons un modèle Label Encoder sur la colonne Species pour mettre à jour la colonne Species avec l'encodage correspondant. Ensuite, nous convertissons la data frame en tableau NumPy qui présente le format d'entrée préféré pour le deep learning. Ensuite, nous séparons la variable fonctionnalité ou bien caractéristique ou bien features de la variable cible ou bien target ou bien la variable à prédire. Et on les nomme xdata, ydata. Xdata a 4 colonnes et ydata en a une. Nous imprimons la variable de caractéristique et la variable target pour les vérifier. Étant donné que les variables features sont numériques et que chaque colonne peut être à une échelle différente, nous devons les mettre à l'échelle. Pour cela, nous créons un modèle Scalar pour les données xdata. Ensuite, nous transformons les données xdata en utilisant ce modèle. Maintenant, étant donné que la variable cible ou la variable à prédire est une variable multiclasse, nous utilisons un encodage à chaud pour créer 3 colonnes. Chaque colonne présente une espèce. Nous imprimons le contenu de ces variables après la mise à l'échelle et l'encodage à chaud. Enfin, nous devons diviser les données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. On garde 10% des données pour le test. Ensuite, nous imprimons la dimension de ces ensembles de données. Notez que nous n'ajoutons pas les données de validation dans notre répartition des données, car Keras a une fonctionnalité pour créer les données de validation à partir des données d'apprentissage Xtrain, YTrain. Nous explorons cela plus tard dans cette vidéo. Exécutons ce code et explorons les résultats. Maintenant que le pre-processing est terminé, nous voyons les données chargées avant le pre-processing. Nous pouvons voir les features, à quoi elles ressemblent avant la mise à l'échelle et après la mise à l'échelle. Nous pouvons voir que les données ont tous été converties en valeurs numériques de la même échelle. La variable cible est maintenant une variable encodée avec 3 colonnes. Et enfin, nous voyons les dimensions des données d'apprentissage et de test. Définissons maintenant un modèle pour le problème d'iris. Nous continuons sous le même notebook pour créer le modèle. Le code de cette partie est dans la section 4.3. Lorsque nous disons que nous créons un modèle dans Keras, nous définissons simplement l'architecture et les hyperparamètres du modèle ou du réseau de neurones. La formation du modèle aura lieu plus tard. Une fois le modèle est défini de cette manière, il peut être entraîné et recyclé un nombre de fois illimité. Nous commençons par définir le nombre de classes à prédire. Rappelez-vous que nous avons déjà utilisé l'encodage OneHot pour la variable à prédire. Nous procédons maintenant à la création d'un modèle séquentiel avec Keras. Nous pouvons maintenant commencer à ajouter des couches au modèle. Nous ajoutons la première couche cachée de 128 nœuds. C'est un nombre que nous pouvons améliorer pendant la validation du modèle. Ensuite, nous définissons la forme d'entrée. Puisque nous savons que nous avons 4 variables d'entrée, nous définissons la même chose ici. Nous pouvons fournir un nom logique pour la couche qui est utile pour imprimer les informations ultérieurement. Nous utilisons la fonction d'activation d'unité linéaire rectifiée pour cette couche. Nous continuons à ajouter une couche cachée, Hidden Layer 2. Nous aurons à nouveau 128 nœuds, puis la fonction d'activation relue. Enfin, nous ajoutons la couche de sortie. Ici, le nombre de nœuds sera égal au nombre de classes dans la variable à prédire. Nous utilisons la fonction softmax pour prédire les probabilités de chaque classe pour l'entrée fournie. Ensuite, nous compilerons le modèle. Pour le calcul des pertes, nous utilisons Categorical Cross Entropy, puisqu'il s'agit d'un modèle de classification multiclasse. Nous utilisons également la précision comme métrique pour mesurer la perte. Il existe un certain nombre d'autres paramètres pour compiler le modèle, mais nous avons pris les valeurs par défaut. Nous les discutons encore plus dans la partie d'optimisation et réglage du modèle. Enfin, nous affichons le résumé du modèle. Exécutons ce code. Nous voyons le résumé du modèle imprimé ici. Il montre chaque couche et la forme de sortie. Il montre également le nombre total de paramètres dans le modèle, qui sont les poids et les biais sur les 2 couches cachées et une couche de sortie. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente sur les poids et les biais et la façon dont ils sont déterminés.
Nous avons maintenant préparé les données et créé un modèle dans les étapes précédentes. Continuons maintenant et formons un modèle. Le code principal de cette étape se trouve dans la section 4.4. Nous définissons la variable verbose à 1, donc le modèle imprimera les détails de la propagation pendant l'apprentissage. Nous allons ensuite définir les hyperparamètres pour l'apprentissage. Ceux-ci sont bien sûr fixés initialement sur l'intuition, puis affinés sur l'expérimentation au fur et à mesure que nous améliorons le modèle. Nous avons défini la taille du lot ou bien batch size sur 16. Nous fixons le nombre d'étapes ou époques à 10. Nous utilisons une répartition de validation de 20%. Cela signifie que 20% des données d'entraînement seront utilisées par le modèle pour la validation après chaque étape. Bien que le pourcentage recommandé pour la validation est 10%, ici nous l'augmentons parce que l'échantillon n'est que 150 enregistrements. L'étape d'apprentissage est simple. On va le faire en utilisant une seule fonction en Keras. La fonction modèle.fit est utilisée pour entraîner le modèle et également capturer les détails sur l'entraînement. Le premier paramètre est la variable xtrain, suivi de la variable à prédire, ytrain. Ensuite, nous définissons les valeurs pour la taille du lot, le nombre d'étapes, la répartition des données de validation. Cette fonction initialisera les poids et les biais, les améliorant à l'aide de la descente du gradient, et stockera les poids et les biais finaux dans le modèle. On peut également stocker le résultat dans la valeur history. Nous utilisons cette valeur history pour tracer la précision des prédictions de l'échantillon par rapport aux étapes. Enfin, nous utiliserons la fonction evaluate pour évaluer le modèle par rapport à l'ensemble des données de test et affichant les résultats. Exécutons ce code et examinons le résultat. Nous voyons le progrès du training affiché après chaque étape. Il montre la durée totale et la variable perte calculée par la fonction du coût. Il affiche également la précision des prédictions par rapport à l'ensemble des données de validation. Le graphe montre que la précision monte après chaque étape. La prédiction augmente également progressivement et atteint environ 90%. Si la précision à ce stade n'est pas acceptable, nous pouvons augmenter le nombre d'époques et réessayer. L'évaluation par rapport à l'ensemble des données de test montre également une précision de 96%. La construction de modèles est un processus itératif dans le monde réel ou bien des projets réels et nécessite une architecture de modèles distincte, des hyperparamètres et un recyclage de modèles. Dans le monde d'apprentissage automatique, les modèles sont formés dans un environnement différent de celui où ils sont utilisés pour l'inférence. Maintenant, nous allons répondre à la question comment stocker, déplacer et charger des modèles entre les environnements. Dans le code, plus spécifiquement, la section 4.5, nous avons un exemple pour stocker et charger des modèles du deep learning. Afin de sauvegarder un modèle, nous utilisons la méthode model.save pour sauvegarder le modèle que nous avons entraîné. Ici, nous enregistrons le modèle dans IrisSave, un répertoire dans lequel les éléments du modèle seront enregistrés. Nous pouvons charger le modèle avec la fonction loadModel une fois le modèle est chargé. Nous pouvons afficher le résumé et vérifier le modèle. Exécutons ce code et examinons les résultats. Nous pouvons maintenant voir que le modèle a été enregistré et rechargé. On peut également explorer le contenu de IrisSave. Le modèle ici est enregistré en format binaire et les métadonnées. Pour copier le modèle, nous devons copier le répertoire et le déplacer vers la destination. Après avoir formé un modèle d'apprentissage en profondeur pour les données iris, faisons quelques prédictions avec des nouvelles données. Nous commençons par une entrée de prédiction de 4 variables. Longueur de sépales, largeur de sépales, longueur des pétales et largeur des pétales. Les variables utilisées pour la prédiction doivent subir le même pré-traitement que celui effectué pendant l'apprentissage. Nous utilisons la même mise à l'échelle que nous avons utilisée pendant l'apprentissage pour mettre à l'échelle les variables de fonction de prédiction. Ensuite, nous utilisons la fonction predict sur le modèle
pour prédire la classe des données que nous venons de mettre à l'échelle. Le résultat est une liste de probabilités des différentes classes. Nous utilisons ensuite la fonction argmax pour obtenir l'indice de probabilité le plus élevé. Ensuite, nous utilisons le même encodage entier pour effectuer la transformation inverse et obtenir la classe correspondant à cette probabilité. Exécutons le code et examinons le résultat. Premièrement, nous voyons les probabilités pour les trois classes, à savoir Setosa, Versicolor, Virginica. Dans cette liste, Versicolor est la probabilité la plus élevée avec 67%. Ensuite, la fonction de transformation inverse extraira le nom correspondant qui est Versicolor. Nous allons utiliser le Deep Learning pour résoudre le problème de filtrage des emails ou de messages. Alors, comment faire du Deep Learning avec les données textuelles non structurées? Nous allons l'apprendre avec l'exemple suivant. Tout d'abord, voyons le problème que nous voulons résoudre. La classification des spams est un cas d'utilisation populaire avec le filtrage des emails et des messages de chat. Dans ce cas, nous avons un ensemble de données qui contient des SMS. Le dataset contient 2 colonnes. La première colonne présente la variable caractéristique, qui n'est que le texte du message ou SMS. C'est un texte non structuré d'une ou deux lignes. La variable à prédire ou la variable cible est le type de message. On classe les messages selon leur type, spam ou ham. L'objectif de cette vidéo est de créer un RNA qui peut classer les messages texte comme du ham ou spam. En effet, il s'agit d'un cas d'utilisation simple mais qui illustre les étapes clés nécessaires pour classer les données non structurées avec un modèle d'apprentissage en profondeur. La différence principale entre la classification des données structurées et non structurées est le pré-traitement nécessaire utilisé pour préparer les données. Pour le texte, nous devons le nettoyer, supprimer les mots vides et les lématiser avant de les convertir en représentation numérique. Dans cet exemple, nous utilisons le TF-IDF. Nous pouvons aussi utiliser le plongement lexical ou le Word Embedding. Le code de cette vidéo est disponible sur mon répertoire GitHub, également sur mon Drive. Les deux liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Le fichier est nommé Code Spam Classification Example. Comme la vidéo précédente, nous devons installer les bibliothèques nécessaires en Python. Les dépendances sont toutes listées dans le bloc 5.1 du fichier. L'installation peut prendre quelques minutes en fonction de ce qui est déjà installé sur votre système. Passons maintenant à la création de représentations textuelles des messages. Le code de cette partie est disponible dans la partie 5.2 du notebook. Les données de cet exemple sont disponibles dans le fichier CSV Spam Classification. Vous trouverez ce fichier dans mon répertoire GitHub. Nous chargerons les données dans une data frame Pandas. Nous allons ensuite afficher le contenu pour les vérifier. Ensuite, nous séparons les features et les données à prédire. Exécutons ce code. Comme nous pouvons le constater, les messages contiennent plusieurs caractères spéciaux et des mots qui doivent être supprimés pour nettoyer les données. Pour le nettoyage des données, nous créons d'abord la fonction Custom Tokenize. Cette fonction divise d'abord les phrases en tokens ou des mots à l'aide de la fonction Word Tokenize dans la bibliothèque NLTK. Ensuite, la fonction filtre les mots vides et finalement, elle lématise les mots et les renvoie dans un tableau Lemmatized. Ensuite, nous créons le modèle TF-IDF Vectorizer à l'aide de la fonction Custom Tokenize. Nous construisons un modèle en utilisant les messages. Ensuite, on les transforme en un tableau NumPy. Maintenant, les variables caractéristiques sont prêtes pour le modèle de Deep Learning. Pour la variable cible, nous allons d'abord la convertir en valeur numérique à l'aide de l'encodage entier. Cet encodage peut fournir un encodage pour deux classes. Ensuite, nous créons un vecteur d'encodage OneHot à l'aide de keras.utis. La variable cible est maintenant prête. Nous imprimons la taille des données. Nous allons ensuite répartir les données en données d'apprentissage et données de test. Exécutons le code maintenant.
Les variables caractéristiques ou bien les variables features ont 4640 colonnes et la variable cible en a 2. Nous pouvons maintenant commencer la construction du modèle du deep learning. Une fois que les données textuelles sont converties en données numériques, le processus de construction et d'évaluation du modèle est le même que pour les données structurées. Le code de cette partie est sur la section 5.3 du notebook. Nous commençons par définir le nombre des classes cibles et le nombre des nœuds dans chaque couche. Le nombre de classes cibles est 2, donc le nombre des nœuds dans la couche de sortie sera 2. Nous commençons par créer un modèle séquentiel. Nous ajoutons 2 couches cachées de 32 nœuds. Nous ajoutons enfin la couche de sortie avec 2 nœuds et la fonction d'activation softmax. Nous compilons le modèle avec une entropie croisée catégorielle comme loss function et nous imprimons le modèle. Exécutons le code et vérifions le résultat. Le modèle est maintenant créé et nous pouvons commencer l'étape d'apprentissage. Nous allons définir la taille du lot sur 256 et le nombre d'étapes à 10. Nous utilisons 20% des données pour la validation. Nous ajustons ensuite le modèle et traçons la précision. Enfin, nous évaluons également le modèle. Maintenant, on exécute le code. Nous voyons que la précision atteint des valeurs élevées de 99 pendant l'apprentissage. L'évaluation donne également des résultats similaires, donc nous pouvons continuer avec ce modèle. Comment fait-on des prédictions avec des données textuelles? Les données entrées doivent être pré-traitées de la même manière que les variables features traitées avant l'apprentissage. Le code utilisé dans cette partie est disponible dans la section 5.4. Ici, nous allons faire des prédictions pour plusieurs messages. Nous utilisons 2 messages. Le premier est Free entry to a fun contest. Le deuxième est Yup, I will come over. Nous souhaitons prédire la classe de ces 2 messages, si sont ham ou spam. Nous utilisons d'abord le modèle Vectorizer que nous avons construit pendant l'apprentissage pour transformer les messages en un vecteur TF-IDF, puis nous le convertissons vers un tableau NumPy. Nous affichons ensuite la forme du tableau. Pour prédire, nous utilisons le modèle pour prédire les probabilités des variables à prédire et nous utilisons la fonction argmax pour choisir la probabilité la plus élevée. Nous affichons ensuite les prédictions pour les 2 messages. Nous utilisons ensuite l'encodage pour inverser la transformation des sorties et afficher les labels des messages. Exécutons le code et examinons le résultat. Le premier message est un spam et le deuxième message est prédit comme ham. Ceci complète notre exemple d'utiliser le deep learning pour classifier les données textuelles. Nous allons conclure notre cours du Deep Learning avec cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Je vous prépare plein de vidéos très enrichissantes. Vous n'allez pas le regretter. Nous allons faire un exercice pour pratiquer le Deep Learning sur un problème réel. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. À ce stade, et considérant que vous avez suivi le cours d'initialisation au Deep Learning depuis le début, nous allons maintenant appliquer l'apprentissage en profondeur pour un problème spécifique. Vous devez essayer de résoudre le problème par vous-même avant de voir la solution que je vous propose. Bien sûr, il y a plusieurs façons de résoudre n'importe quel problème. La proposition que je vous mets sur cette vidéo n'est qu'une de ces différentes possibilités. Le problème à résoudre concerne l'analyse de causes-racines des problèmes rencontrés dans les datasets. Nous avons un dataset qui exécute un certain nombre de services logiciels. Les pannes de services se produisent de temps à autre et l'équipe doit rapidement dépanner et identifier la première cause. En utilisant la science des données, plus spécifiquement, l'apprentissage en profondeur ou le deep learning, l'équipe souhaite créer un modèle capable de prédire les causes profondes signalées par les clients en fonction de la télémétrie générée et des erreurs constatées. Il dispose déjà d'un outil de surveillance et système qui suit les caractéristiques de CPU, de mémoire et de latence des applications de leurs serveurs. En outre, ils suivent également les erreurs signalées par leur application. Donc, pouvons-nous utiliser ces informations pour prédire les causes profondes des problèmes constatés? L'énoncé du problème est le suivant. En utilisant des données sur les charges du processeur,
la charge de la mémoire, les retards du réseau et 3 types d'erreurs observées. Créer un modèle d'apprentissage en profondeur pour prédire la cause de la première erreur. Un ensemble de données est disponible pour chaque incident, indiquant si des problèmes de charge ou des erreurs ont été observés pendant cette période. Les données sont disponibles dans le fichier rootcauseanalysis.csv. Vous pouvez le télécharger sur mon GitHub. Chaque ligne du fichier contient un ID d'identification unique. L'ID dans notre cas représente l'incident. Il existe 7 variables de fonctionnalité, à savoir CPU load, memory leak load, delay, error 1000, error 1001, error 1002 et error 1003. Chaque variable est une variable booléenne de 0 ou 1. La variable cible est root cause. Il y a 3 valeurs possibles: memory leak, network delay ou database issue. Nous souhaitons construire un modèle pour prédire la cause première en fonction d'autres valeurs fournies. Bonne chance pour cet exercice. Vous trouverez la solution sur cet exercice dans le fichier Code Incident Root Cause Analysis Exercise. Le fichier est disponible sur mon GitHub et sur mon Drive. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur ou l'utiliser sur Google Colab. Les 2 liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous chargeons d'abord le fichier CSV Root Cause Analysis dans une data frame Panda et nous affichons le contenu. Exécutons le code et examinons le contenu. Vous pouvez voir que les colonnes des données d'apprentissage sont tous des entiers. Et aussi, comme on a mentionné auparavant, ce sont des données booléennes de 0 ou 1. La variable cible est un type objet et c'est une chaîne de caractères qui indique l'erreur identifiée par les clients. Vous l'avez compris, cette colonne ou cette variable a besoin du pré-traitement avant de l'utiliser en deep learning. Donc, nous utilisons un encodage entier pour transformer la variable cible. Les données features sont déjà normalisées étant donné que c'est des variables booléennes. Nous n'effectuons aucun pré-traitement sur ces données. Rappelez-vous que le tableau NumPy ou les données NumPy sont le format préféré du réseau de neurones. Donc, nous convertissons nos données en un tableau NumPy. Aussi, les nombres sont convertis en type virgule flottante ou float. Aussi pour la variable cible, nous utilisons un encodage à chaud. Enfin, nous divisons les données en ensemble de données de test et d'apprentissage pour préparer les données pour l'apprentissage en profondeur. Exécutons le code et examinons le résultat. Nous pouvons voir que nous utilisons 900 enregistrements pour entraîner notre modèle. Dans la deuxième étape, nous commençons par construire et évaluer le modèle. Maintenant, nous procédons à la construction du modèle pour l'analyse des causes profondes. Le code de cette partie est disponible sur la section 6.3. Nous définissons le nombre d'étapes, la taille du lot. Nous utilisons un modèle avec 2 couches cachées de 128 nœuds pour chaque couche et une couche de sortie avec 3 nœuds. Nous allons construire le modèle, puis nous ajustons les données en formation et finalement, nous évaluons le modèle par rapport aux données de test. On remarque que la précision globale pendant la formation est d'environ 86 et que la précision par rapport aux données du test est de 85. Nous pouvons continuer à améliorer le modèle en augmentant le nombre de couches ou le nombre de nœuds. Maintenant, nous allons utiliser le modèle que nous avons entraîné pour prédire les causes racines. Le code de prédiction est sur la section 6.4. Le premier essai, nous allons prédire la cause pour un seul incident. Nous définissons les valeurs du features. Ensuite, nous utilisons le modèle pour prédire les probabilités des classes et nous utilisons la fonction argmax pour avoir l'indice de la probabilité la plus élevée. Et finalement, nous utilisons l'encodage et le transformateur des étiquettes pour récupérer le nom de la classe de la cause racine. Pour une seule entrée, la classe prédite est Database Issue. Nous pouvons également effectuer une prédiction par lot de la même manière pour plusieurs incidents en une seule fois. Comme indiqué ici, partons de plusieurs échantillons et examinons les résultats. Maintenant, vous pouvez voir la classe prédite pour chaque entrée. Ceci conclut notre exercice pour ce cours. Maintenant que nous avons terminé le cours d'initiation au Deep Learning,
Vous pouvez encore aller plus loin dans votre apprentissage. Tout d'abord, découvrez comment optimiser et affiner les modèles d'apprentissage en profondeur. Explorez d'autres sujets d'apprentissage en profondeur, y compris les réseaux de neurones convolutionnels et les réseaux de neurones récurrents. Analysez les problèmes d'apprentissage automatique dans votre domaine de travail et créez un modèle d'apprentissage en profondeur pour le résoudre. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les données et trouvons des meilleures façons d'en extraire des connaissances et former des décisions. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec d'autres cours qui peuvent vous intéresser. À très bientôt!